Bonjour à tous, je m'appelle Glenn Deazen et aujourd'hui je suis rejoint par mon collègue et cher ami, le professeur Richard Sakwa de l'Université de Kent. Avec d'innombrables livres et articles, le professeur Sakwa est notre principal expert en Europe sur la Russie et il a également inventé le terme Ouest politique, que je me surprends à utiliser de plus en plus. Mais peut-être que bientôt nous ne pourrons plus l'utiliser. Nous assistons à 2 semaines très turbulentes. Je me demandais si vous aviez des réflexions à ce sujet. Assistons-nous à l'effondrement de l'Ouest politique, du moins de l'Ouest en tant que groupe politique unifié, ou comment voyez-vous cela? Non, absolument. Il y a 2 choses qui se passent. Je veux dire, c'est encore pire que ce que vous venez de dire. Je viens de publier un livre intitulé « La culture de la Seconde Guerre froide » et je suis ravi de dire qu'à bien des égards, certains des arguments de ce livre ont été dépassés par les événements. Dans le livre, je soutiens que la Seconde Guerre froide, qui est essentiellement une continuation de la première, implique le confinement de la Russie et l'incapacité à concevoir un nouveau paradigme de sécurité pour le continent européen. Les pratiques d'ostracisme diplomatique, la fermeture des ambassades ou l'expulsion du personnel, cet esprit fermé, le dialogue est considéré comme un privilège et ainsi de suite. Eh bien, comme vous le dites, au cours du dernier mois environ, absolument. L'impasse géopolitique s'est brisée. Je veux dire, Trump agit comme un brise-glace. Et en effet, l'Occident politique, et je veux dire, j'ai toujours dit qu'il y avait des contradictions et des tensions en son sein. L'argument étant que l'Occident politique est un complexe militaire, idéologique, industriel, de sécurité, des think tanks sur lesquels vous avez travaillé, etc., établi pendant la Première Guerre froide. Et au lieu d'être démantelé après la fin de la Première Guerre froide, 1989-91, il s'est intensifié. Il a en fait prétendu être la seule version de la modernité. Sa vision du capitalisme et du capitalisme néolibéral, étant les seules formes et variétés viables de capitalisme, n'a fait qu'en obtenir une et bien plus encore. Et bien sûr, ce lien atlantiste très fort entre les États-Unis et les États d'Europe occidentale. Eh bien, tout cela est en suspens en ce moment. Et cela a évidemment complètement déconcerté nos amis européens qui ne savent tout simplement pas comment y répondre. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas été avertis. Je veux dire, la conférence de sécurité de Munich de l'année dernière a vraiment signalé beaucoup de ces problèmes. Et en fait, Trump, il y a 10 ans, l'a fait. Donc cela n'aurait pas dû être une surprise, mais ça l'est. Et l'absence absolue de réflexion intellectuelle et stratégique en ce moment en Europe occidentale n'est peut-être pas surprenante, mais certainement, eh bien, encore une fois, je ne vais pas utiliser le mot décevant parce que c'est probablement attendu. Néanmoins, c'est une chose dangereuse. Et nous, en Europe, devons réfléchir à comment concevoir un nouvel ordre de sécurité sur le continent qui ne consiste pas simplement à essayer de faire ce que l'Occident politique faisait avec les États-Unis, en quelque sorte, en continuant, mais en repensant fondamentalement. Donc en effet, une période pleine d'opportunités, mais aussi pleine de dangers. Vous avez mentionné Munich parce que la conférence de sécurité de Munich est un événement clé chaque année. Bien sûr, c'est là que Poutine a prononcé son célèbre discours en 2007, avertissant que si nous insistons sur l'imposition de cet ordre mondial unipolaire, cela entraînerait probablement un conflit. C'était quelque chose qu'il ne pouvait jamais accepter, qu'il n'y aurait qu'un seul centre de pouvoir qui dominerait chaque coin du monde. Ce discours n'a pas vraiment été analysé correctement, je pense, en Occident. Au lieu de cela, nous faisons simplement ce que nous faisons habituellement, lancer quelques slogans anti-occidentaux, agressifs, impérialistes, au lieu de réellement aborder les arguments.
Mais comment décomposez-vous l'actuel? Alors, Munich 2025. Il se passe beaucoup de choses ici. Les États-Unis et la Russie se dirigent en fait vers la résolution de leurs principales divergences. Ils poussent à mettre fin à la guerre en écartant l'Europe. Je pense que ça a été un choc pour beaucoup. Vous savez, le général Keith Kellogg a même été interrogé directement. Y aura-t-il un rôle? Pouvez-vous garantir qu'il y aura un rôle pour l'Europe dans la négociation? Et il a dit non. Et Zelensky est également mis de côté. Que pensez-vous de tout cela? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, pour être honnête. Oui. Non, en effet, les événements actuels sont encadrés par ces deux discours significatifs à Munich. Celui de 2007 par Poutine, que vous avez mentionné, a clairement indiqué que la Russie n'allait plus accepter l'ordre post-guerre froide. Et bien sûr, à la conférence de sécurité de Munich 2025, le discours de J.D. Vance a été absolument révolutionnaire dans ses implications. Surtout parce qu'il a dit aux puissances occidentales, à l'Occident politique, de respecter leurs propres normes, ne pas annuler les élections, ne pas dénigrer la liberté d'expression. Bien sûr, nous n'avons pas à être d'accord avec tout cela, mais cela signale le fait que les États-Unis se placent à la tête d'une pensée conservatrice sur la politique internationale, le retour à l'État-nation comme principal instrument. Et bien sûr, cela ouvre la porte à la démocratisation, parce que la démocratie, les partis politiques et les programmes idéologiques sont principalement axés sur le processus démocratique dans un État-nation. Donc c'était le démantèlement, effectivement, de l'ancien Ouest politique. Et en effet, c'est plus que cela. Pour moi, ce qui est légèrement plus inquiétant, c'est que ce n'était pas seulement la fin de ce système de guerre froide. Ce qui est inquiétant, c'est que la révolution trumpienne, si vous voulez l'appeler ainsi, est également en danger de démanteler le système international de la Charte, le système basé sur les Nations Unies établi en 1945. Comme vous le savez, les États-Unis ont quitté, une fois de plus, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, la CNUSED, c'est l'organisme de développement, et bien plus encore. En effet, c'est un tournant loin du multilatéralisme. Et vous savez, il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines sur le 80e anniversaire de la réunion de Yalta de février 1945. Et donc, beaucoup de gens condamnent cela comme un retour à la politique des grandes puissances. Et d'une certaine manière, bien sûr, c'est le cas. Mais Yalta était curieusement plus complexe que cela, parce qu'à Yalta, les décisions fondamentales ont été prises concernant les Nations Unies. Ainsi, les grandes puissances se sont réunies, oui, pour travailler entre elles sur une base plus coopérative et pacifique. Et bien sûr, cela n'a pas duré, mais aussi pour établir ce système de charte. Donc, la révolution trumpienne, si on peut l'appeler ainsi, démantèle certaines choses qui, je pense, doivent être démantelées, à savoir l'Occident politique, car il a verrouillé et figé la politique européenne et mondiale dans une posture de guerre froide. Mais malheureusement, cet acte de destruction pourrait entraîner plus de conséquences que ce que nous aimerions voir démantelé à ce moment, en laissant de côté, bien sûr, le démantèlement de l'État administratif aux États-Unis, ce qui bien sûr est une source de grande préoccupation pour beaucoup de gens. Peut-être que certaines coupes étaient nécessaires, mais clairement, la façon dont cela se passe revient à affirmer que l'État administratif moderne est un incubus, un parasite pour la société, ce qui est absurde. Vous savez, nous avons besoin de l'État moderne pour fournir le service des parcs nationaux, les services de santé, Medicaid, et bien plus encore aux États-Unis. Donc, oui, et c'est pourquoi vous pouvez voir que l'analyse de ce qui se passe peut être abordée sous différents angles. Vous savez, notre angle est géopolitique. Oui, c'est bien de voir enfin du mouvement, mais beaucoup d'autres choses se passent également.
Oui, je me demande dans quelle mesure cela est stratégique et dans quelle mesure c'est un peu de la vengeance. Car ce n'est pas un grand secret que la première administration présidentielle de Trump a été très sabotée par ce que nous appelons l'État profond. Les ONG, travaillant bien sûr avec les médias, et maintenant il s'en prend effectivement à tous, peut-être un peu trop brutalement avec ce marteau-pilon. Mais j'étais curieux car, comme vous l'avez mentionné, cela pourrait effondrer tout le système de sécurité européen. Mais aussi quelque chose de plus, les Nations Unies, ce qui j'espère serait un véritable désastre en tant que principal représentant du droit international. Mais Marco Rubio, il a donné il y a quelque temps ce que j'ai trouvé être une interview incroyablement fascinante avec Megyn Kelly, où il a soutenu que l'unipolarité était terminée. Cela allait toujours être temporaire. C'était inhabituel, une anomalie. Maintenant, nous revenons à la multipolarité. Et qu'est-ce que cela signifie vraiment cependant? Parce que nous devons garder à l'esprit que si nous voulions la multipolarité, nous aurions embrassé la maison commune européenne de Gorbatchev. Tout l'objectif de l'expansionnisme de l'OTAN était une manifestation de cet objectif unipolaire, qui est un système hégémonique à l'échelle mondiale, la primauté mondiale. Et en Europe, cela signifiait l'hégémonie collective de l'Occident, où tout le monde serait inclus, sauf le plus grand pays d'Europe par territoire, population, et maintenant aussi économie. Il se tiendrait à l'extérieur. Et l'idée principale derrière la sécurité n'était pas que nous devions harmoniser nos intérêts avec la Russie ou prendre en compte ses préoccupations en matière de sécurité, mais simplement que le pouvoir asymétrique serait si immense que nous pourrions ignorer la Russie et qu'elle ne pourrait rien y faire. Nous n'avons pas à écouter ses préoccupations en matière de sécurité. C'est ce que nous avons dit. L'Europe, c'est l'OTAN. Et la Russie ne fait pas partie de l'OTAN. La Russie n'a pas de droit de veto dans l'OTAN. En d'autres termes, quoi qu'il se passe en Europe, cela ne concerne pas la Russie. Cela ne peut évidemment être soutenu que sous une distribution internationale du pouvoir très unipolaire. Mais maintenant, s'ils reconnaissent que c'est terminé, nous allons devoir accepter la multipolarité. Bien sûr, il existe différentes approches que vous pouvez adopter. D'une part, la multipolarité pourrait signifier que vous essayez simplement d'éloigner les Russes des Chinois et de les poursuivre, puis d'éliminer les Russes en essayant de restaurer la situation. Ou cela pourrait simplement signifier qu'ils vont devoir accepter la sécurité sur une base différente, c'est-à-dire une sécurité dans laquelle les grandes puissances doivent poursuivre une sécurité indivisible sans étendre leur sécurité aux dépens des autres. Mais si c'est le cas, passons-nous d'une hégémonie collective à un compromis entre grandes puissances. Et qu'advient-il alors de l'Europe? Est-elle sacrifiée? Étant donné que tout cela se passe très rapidement, quelles sont les implications s'ils reconnaissent vraiment que le moment unipolaire est terminé? Oui, cette interview de Marco Rubio par Megyn Kelly était fascinante pour les raisons que vous avez mentionnées. Le danger, la pire chose, c'est que tout le monde parle de l'effondrement de l'ordre de sécurité européen en ce moment. Et je pense que notre argument depuis plusieurs années est qu'il n'y a jamais eu d'ordre de sécurité européen. Il y a eu un ordre de sécurité atlantique qui liait l'Europe occidentale aux États-Unis. Mais l'échec, comme vous le dites, de Gorbatchev, Mitterrand, et même, si vous voulez, en remontant jusqu'à De Gaulle, avec ses visions de sécurité pancontinentale européenne, n'a jamais été réalisé. La chose intéressante en ce moment est de savoir si cette vision gorbatchevienne peut être restaurée, celle d'un ordre de sécurité pan-européen allant de Lisbonne à Vladivostok. Vous pourriez dire, à quel point est-ce absurde avec une guerre en cours en Ukraine et tout le reste? Pourtant, ce qui est nécessaire, c'est, comme vous le dites, que l'Europe
se sentent certainement qu'elle a été jetée sous le bus. La réunion à Paris le 18 février de cette année, cette réunion d'urgence des dirigeants européens, au lieu de montrer l'unité, au lieu de montrer une vision claire pour l'avenir, a montré précisément cela. Olaf Scholz est parti tôt, disant que c'était la mauvaise discussion au mauvais moment, sur les mauvais sujets. Et il avait absolument raison, et il est parti dégoûté. Bien sûr, les Britanniques ont dit qu'ils enverraient plus de troupes. Mais dans quel but? Sous quelles conditions? Ce n'était pas clair. Depuis lors, Pete Hegseth a clairement indiqué lors de la réunion de Bruxelles-Ramstein, il y a une semaine, que les États-Unis n'agiraient pas comme un soutien. Certainement, aucune force ne serait sous l'égide de l'OTAN. Bien sûr, cela ouvre une position de négociation. Et l'autre point, Julia, concerne la multipolarité. C'est une question fascinante. Que voulons-nous dire par là? Parce que qu'est-ce qu'un pôle? Et je reviens au système des Nations Unies. L'un des éléments clés dans toute discussion, à mon avis, est cette vision normative, selon laquelle il y a 193 États aux Nations Unies. Aucun d'entre eux, y compris les puissances moyennes et petites, n'est prêt à renoncer à sa souveraineté, à l'exception des États d'Europe occidentale, dans le cadre de cet Occident politique. Et peut-être pour des raisons sensées. Il y a un véritable sentiment que le monde a évolué, que l'ère du colonialisme est révolue. Évidemment, il y a encore des luttes concernant le néocolonialisme en Afrique, ailleurs et en Amérique latine. En d'autres termes, l'État, ce système de charte, le système établi après 1945, a mûri. Ainsi, la multipolarité dans ce sens normatif d'égalité en droit international est maintenant absolument bien établie, et les gens se battent pour cela. Bien sûr, la deuxième définition de la multipolarité est l'énorme déplacement du pouvoir économique et même militaire vers l'Est, et surtout vers la Chine. La Chine s'est certainement imposée comme une grande puissance mondiale. Mais il est intéressant de constater, dans toutes ces discussions récentes, à quel point la Chine est restée silencieuse. Cela semble être une stratégie sensée. Elle attend son heure et ne veut pas s'impliquer dans ce qui va être des négociations très amères ici. Et bien sûr, la troisième définition de la multipolarité est celle à laquelle vous faites allusion à la fin, qui est simplement ces grandes puissances exerçant leur influence dans divers condominiums. On a beaucoup parlé d'Yalta. Et en effet, Munich dans le mauvais sens, 1938, a été beaucoup évoqué, l'apaisement et les concessions. Mais comme l'ont dit Ian Proud et d'autres, les seules concessions faites jusqu'à présent sont à la réalité. C'est que l'Occident est. La situation militaire en Ukraine, par exemple, est peu susceptible d'être plus avantageuse pour la position occidentale, pour la position ukrainienne. Peu importe combien d'armes et de soldats vous y envoyez, à moins que nous ne voulions vraiment escalader au niveau d'une troisième guerre mondiale. Et en effet, c'est quelque chose de très important, je pense, que le genre de rejet des dangers de la guerre nucléaire dans tant d'analyses occidentales est assez choquant. C'est tellement choquant qu'ils aient perdu leur sens du danger stratégique. Il y a un article merveilleux qui vient de sortir par Ted Postol, Theodore Postol du MIT, que j'ai vu aujourd'hui. Une bombe de 80 mégatonnes tombant sur 2 toits et ses effets. Vous savez, on parle de tout incinérer dans un rayon de 50 miles. Et vous savez, de la destruction de Washington, D.C., à plusieurs centaines de milles de là. C'est tellement horrible. Et bien sûr, on pourrait dire que c'est du chantage nucléaire. Eh bien, c'est la réalité de notre époque. Malheureusement, dans les 80 ans depuis 1945, nous vivons à l'ère nucléaire. Nous ne pouvons pas y échapper. Et par conséquent, vous n'escaladez pas vraiment une guerre avec une puissance nucléaire. Même Biden et son équipe l'ont compris. Mais tant de commentateurs d'Europe occidentale, et nous étions ceux qui souffriraient le plus, probablement en premier, même si des armes nucléaires tactiques sont utilisées.
Oui, non. J'ai parlé à Ted Postol il y a quelque temps dans une émission comme celle-ci, et il faisait également valoir que l'envoi de ces nouveaux missiles en Allemagne serait incroyablement dangereux. Nous avons également discuté de la question de savoir comment la peur des armes nucléaires semble avoir diminué davantage en Europe qu'aux États-Unis. Sur le continent européen, il est désormais courant de rejeter tout le concept de dissuasion nucléaire. Nous appelons cela du chantage nucléaire, ce qui est immoral. Si nous respectons la dissuasion nucléaire de la Russie, nous leur permettons de nous intimider avec du chantage nucléaire. Je veux dire, c'est vraiment fou. Cela pousse les Russes à abaisser leur seuil. Et en effet, ils ont changé leur doctrine nucléaire pour cette raison également. En partie, c'était cela. Mais j'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit sur la multipolarité ou l'unipolarité en tant que norme et économique. Normativement, il y a eu d'autres discours prononcés à la conférence de sécurité de Munich. Je pense que les Américains ont aspiré toute l'énergie, tout l'oxygène de la salle avec ces discours incroyables. Mais avec l'Inde aussi, le ministre des Affaires étrangères indien faisait le même point. Pourquoi les Européens pensent-ils pouvoir venir en Inde et s'ingérer dans les affaires intérieures, commencer à travailler étroitement avec l'opposition, financer différents groupes qui sont anti-gouvernementaux? Ils ont dit, vous savez, si nous faisions seulement une fraction de ce que vous faites dans notre pays, vous seriez tous en colère. Et c'est correct. Nous appellerions cela une guerre hybride. Nous appellerions cela la guerre. Eh bien, chaque mot du dictionnaire. Et pourtant, c'est invariablement problématique si cela va dans l'autre sens. Et cette inégalité souveraine, cet ensemble de règles pour nous et un autre pour vous, en fonction de la quantité de souveraineté que vous êtes censé avoir, cela ne vient pas seulement de l'ère coloniale, mais c'est aussi une partie très importante du système unipolaire, parce que vous ne pouvez avoir un système unipolaire que si un côté a une souveraineté totale et limitée pour le reste. Mais pour les Européens, vous avez mentionné qu'ils font, eh bien, Scholz a dit que ce sont les mauvaises solutions et les mauvaises discussions. Une partie de la raison pour laquelle les Européens sont devenus si incroyablement dépendants des États-Unis est si soumis, au point que nous léchons maintenant la botte qui nous donne des coups. C'est à cause de cette dépendance économique. Et plus nous avons de conflits en Europe, plus nous avons de dépendance sécuritaire envers les États-Unis, plus ils peuvent convertir cette dépendance sécuritaire en loyauté économique et politique. C'est ce que nous voyons maintenant. Donc, si les Européens veulent avoir plus d'autonomie par rapport aux Américains, pourquoi rassembler des soldats et les envoyer mourir en Ukraine? Cela n'a aucun sens. Nous devrions chercher à rectifier certaines des erreurs commises dans les années 90, élargir l'OTAN, c'est-à-dire rediviser le continent, le remilitariser et aller en Ukraine. Ce que nous savions déclencherait une guerre. Cela ne fera que diminuer la compétitivité économique de l'Europe. Nous devrions diversifier. Cela signifie que nous devons essayer de nous réconcilier avec les Russes, nous pencher également pour coopérer avec les Chinois, et bien sûr, ne pas renoncer à la coopération avec l'Amérique. Mais encore une fois, diversifier. Nous faisons exactement le contraire, et nous supposons que nous deviendrons moins indépendants. C'est très étrange. Encore une fois, c'est le continent où, vous savez, Kissinger est né. C'est le continent d'où viennent tant de grands penseurs géopolitiques. Et oui, quand j'ai vu les dirigeants à Paris courir dans tous les sens, personne n'est capable de formuler un argument cohérent. Personne ne peut se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Comment expliquer cette absence totale de réflexion stratégique? C'est un peu choquant. Et je pense que le monde entier est un peu perplexe quand il regarde ce qui se passe avec les Européens. Oui, définitivement. Cela commence par, comme vous l'avez dit, sur la question nucléaire, une irresponsabilité stratégique.
car pendant si longtemps, la réflexion stratégique a été externalisée à Washington. Cette nouvelle génération de dirigeants est devenue plus papiste que le pape en termes d'engagement envers un système d'alliance qui a clairement dépassé son utilité. Je veux dire, Washington le signale depuis des années. Barack Obama a dit « Eh bien, vous devriez maintenant assumer plus de responsabilités pour votre propre sécurité. » Robert Gates, dans un discours célèbre en 2011, il était alors secrétaire à la défense des États-Unis, a dit « Vous savez, nous en avons assez de vous soutenir. » Aujourd'hui, l'Union européenne a un PIB total d'environ 19 000 milliards de dollars. On aurait pu penser, vous savez, le deuxième plus grand. Eh bien, avec la Chine, dans le monde, on aurait pu penser ensemble à une sorte de présence. Mais bien sûr, le paradoxe est que le Royaume-Uni, en particulier, lorsqu'il était dans l'OTAN et dans l'Union européenne, lorsqu'il en était membre, a absolument bloqué toute discussion sur le développement par l'Europe d'une politique étrangère et de défense commune beaucoup plus soutenue. Tout ce qui était en dehors de l'OTAN, tout ce qui était indépendant de Washington. Et maintenant, Londres s'est révélé être le défenseur le plus passionné de ce qu'elle a essayé de bloquer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis-je revenir, avant de revenir à l'Europe, sur un commentaire concernant le discours du ministre indien des Affaires étrangères, Jai Shankar, à la conférence de sécurité de Munich. Et comme vous le dites, tant d'autres bons discours, en plus de ce qu'il a dit sur, vous savez, l'ingérence. L'un des thèmes à Munich était cette dégradation de la démocratie. Eh bien, il devrait être au courant avec l'annulation des élections en Roumanie et dans d'autres régions. Mais il a souligné un point que je trouvais important. Pourquoi nous, Européens, considérons-nous constamment nos problèmes comme étant synonymes de problèmes mondiaux? Il dit, regardez, en Inde, nous avons un électorat, dit-il, de 900 millions de personnes. Et la participation a augmenté lors des dernières élections, les nationales. 700 millions de personnes ont voté. Et personne n'a vraiment fondamentalement contesté le résultat. Je veux dire, elles étaient clairement démocratiques. Donc, et encore une fois, c'est notre. Et cela, en un sens, répond à votre question, que nous, en Europe occidentale, sommes encore fondamentalement très provinciaux. Que même si nous sommes allés coloniser le monde, nous sommes maintenant de retour sur nos propres ressources. Et nous constatons que nos ressources, tant intellectuelles qu'économiques, sont malheureusement épuisées. Et la stérilité intellectuelle et stratégique totale du débat en Europe laisse non seulement la plupart du Sud global sans voix, mais pas surpris, car ils s'attendent à ce que le Nord global se comporte de cette manière. Nous avons donc une vision si élevée de nous-mêmes. Pourtant, bien sûr, le reste du monde, encore une fois, quand nous en venons à la guerre en Ukraine, ils disent « Vous les gars en Europe, quel est votre problème? Vous avez eu votre première guerre mondiale. Vous avez eu votre seconde guerre mondiale. Ne pouvez-vous jamais apprendre? Ne pouvez-vous jamais apprendre à établir et construire un véritable système de paix sur le vieux continent, comme nous l'appelons? Nous n'avons pas pu. Et c'est tellement honteux. Je veux dire, vous et moi en parlons bien sûr depuis de nombreuses années. Et absolument à juste titre. Je veux dire, je pense que nous avons été justifiés et légitimés, que vraiment, comme Macron le soutient même dans ses moments de lucidité, vous ne pouvez pas avoir un système de sécurité contre la Russie. Si vous voulez qu'il soit viable, c'est-à-dire qu'il doit être avec la Russie. Et c'est le plus grand défi aujourd'hui. Dans les discussions entre Trump et Poutine, nous espérons qu'il y aura un sommet qui va au moins restaurer les schémas de comportement de la première guerre froide, d'une interaction qui a conduit bien sûr au début des années 70 à la détente. Nous avons eu des moments de rapprochement. Nous avons eu un engagement économique, social et culturel. Au moins, restaurons, revenons au moins au niveau de la première guerre froide, plutôt qu'à cette intensité de la seconde, qui me laisse même
vous savez finalement questionner de quoi il s'agit. Je veux dire, la Russie est-elle si maléfique? Est-elle plus maléfique que tant d'autres États dans le monde? Non, nous la critiquons. Nous avons de nombreux points sur lesquels nous pouvons dire que nous ne sommes pas d'accord. C'est normal. Il n'y a rien de surprenant à cela. Mais pourtant, vous savez, cette vision de Gorbatchev, d'une multiplicité de systèmes sociaux coexistants pour sauver l'humanité de sa propre destruction, je pense que c'est l'agenda qui nous attend aujourd'hui. Je pense simplement qu'en Europe, nous avons vécu dans une bulle pendant si longtemps, en termes de médias auxquels nous avons accès, et des récits qui sont diffusés. Quand nous rencontrons des étrangers, encore une fois, ils sont un peu perplexes. C'était aussi le point de vue de l'Inde. Vous savez, pourquoi leur mettez-vous la pression pour qu'ils fassent pression sur la Russie? Nous ne nous asseyons même pas pour parler aux Russes. Nous sommes restés sur la touche et avons regardé tous ces centaines de milliers de jeunes hommes mourir. Nous avons refusé la diplomatie. Même quand nous sommes allés voir les Chinois, j'ai aussi posé des questions là-bas. Pourquoi achetez-vous de l'énergie à la Russie? Que sont-ils censés faire? Acheter leur énergie, l'énergie russe, par l'intermédiaire de l'Inde, comme les Allemands. Quel est l'intérêt de cela? Et aussi, s'ils n'achètent pas leur énergie, vont-ils se désindustrialiser parce que l'Europe refuse de parler à la Russie? Pourquoi est-ce leur problème? C'est juste. Ils ont l'air un peu déconcertés quand nous le présentons de cette manière. Mais juste sur votre point, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les Européens sont également un peu préoccupés par la fin de la guerre en Ukraine. Parce que si les Américains peuvent se retirer d'Ukraine, ils se retireront aussi d'Europe. Et je suppose que cela diminuerait encore plus la pertinence géopolitique du continent, bien que cela puisse être une opportunité. Je me souviens que dans les années 90, les Russes considéraient l'UBABO comme la bonne Europe et l'OTAN comme la mauvaise Europe. Et maintenant, bien sûr, les Européens semblent avoir perdu la tête, tandis que les Américains commencent à revenir à la raison. Mais j'ai juste une dernière question, qui est cette idée de ce qui est nécessaire pour la paix entre les Russes. Eh bien, maintenant, Russes et les Américains négocient la première série. Mais ils semblent tous deux soutenir qu'ils ont besoin d'une solution permanente qui aborde les problèmes sous-jacents. Cela signifie-t-il aborder l'ensemble de l'architecture de sécurité et aussi les principales exigences que l'Amérique, ou du moins Hegseth, suggère que l'Amérique respecterait, à savoir pas d'expansion de l'OTAN en Ukraine? Des territoires ont été perdus. Il y aura des concessions faites. Pas de garantie de sécurité avec des troupes américaines. Et même la demande de la Russie pour un changement de régime. Je suppose qu'au cours des dernières 48 heures, l'administration Trump a été très ferme en termes de remise en question de la légitimité de Zelensky, disant effectivement, plus ou moins indirectement aux Ukrainiens, que s'ils veulent une place à la table des négociations, ils vont devoir se débarrasser de Zelensky parce que nous le considérons comme non légitime. Je veux dire, ce que pensez-vous que cela ne paie? Oui, juste pour dire une chose, pour terminer le point précédent, paradoxalement, nous assistons à l'OTAN-isation de l'Union européenne au moment même où l'OTAN évolue avec la position de l'Amérique. Je veux dire, elle restera dans l'OTAN pour l'instant, mais ce ne sera plus la même entité qu'avant. Quant à un ordre de paix viable, Poutine l'a dit, Trump l'a dit, et Rubio l'a dit, nous devons traiter les facteurs sous-jacents qui ont provoqué le conflit au départ. Ce que la Russie n'accepte pas, c'est une situation de type coréen, ou le Vietnam en 1954, lorsqu'il a été divisé. Elle ne l'acceptera tout simplement pas, parce que cela signifierait juste une pause. Et elle n'acceptera certainement pas des troupes britanniques ou françaises là-bas, même avec ou sans un parapluie de l'OTAN derrière, car cela ne signifierait même pas un armistice.
Ce serait un cessez-le-feu qui pourrait reprendre de chaque côté à tout moment. En d'autres termes, ce ne serait pas un Minsk 3, un troisième Minsk. Donc cela va être inacceptable. Cela suggère donc, vous savez, quel type d'Ukraine émerge ensuite. Une vision autrichienne, comme certains l'ont soutenu. Une nouvelle neutralité permanente qui a fonctionné. L'Autriche s'en est bien sortie, et vous savez, reste une démocratie viable et dynamique. Ou quel autre modèle proposer? Mais encore une fois, dans tout cela, il y a toujours eu ces trois niveaux. Le niveau intra-ukrainien. Car la dernière chose que nous voulons est une guerre de guérilla. Nous l'avons eue après 1945, qui a duré bien dans les années 50. Des dizaines de centaines de personnes sont mortes dans cette insurrection. Donc, encore une fois, nous ne voulons pas de drones allant dans un sens ou dans l'autre, le long de la ligne de contact. Et puis, bien sûr, nous avons maintenant cette détente entre superpuissances, comme nous l'appelions, en cours de réalisation. Et alors, quel type de paix peut-on leur imposer? Zelensky. Bien sûr, l'argument que Poutine avance est sensé. OK, si Zelensky devait signer quelque chose maintenant, son successeur dirait alors « Regardez, il n'était pas un président légitime, donc nous pourrions répudier l'accord. » C'est donc aussi une position logique. C'est une des raisons pour lesquelles ils disent que soit Zelensky doit organiser de véritables nouvelles élections, soit un nouveau leader doit émerger. Donc, comme vous le dites, c'est comme une poupée matrioshka, un conflit imbriqué ou même un Rubik's Cube où il faut tout aligner. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est un signe très positif que finalement, entre Washington et Moscou, le dialogue a été rétabli. Comment cela va se terminer, nous ne le savons pas, mais c'est certainement la fin du début. Et espérons que cela évoluera ensuite vers le début de la fin. Mais pour le moment, je suis juste très prudent en disant que c'est simplement la fin du début et qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Et ensuite, nous verrons si, espérons-le, nous pouvons arriver au début de la fin le plus tôt possible. Eh bien, sur cette note positive, je remarque souvent que je finis par des notes négatives. Nous devrions probablement en rester là. Alors Richard, merci beaucoup d'avoir été si généreux avec votre temps. Je l'apprécie énormément. Et c'est faux.